Donc du coup, je vais me présenter comme tu me l'as demandé. Je suis Mathieu Loiseau, donc j'ai fait une thèse en sciences du langage où je m'intéressais aux textes que les enseignants collectent pour travailler en classe avec leurs élèves. Et puis moi j'ai un profil hybride anglais et informatique. Donc avant de faire thèse en sciences du langage, j'avais fait de l'informatique. Et puis maintenant, je suis maître de conférence en informatique, donc au laboratoire l'IRIS dans l'équipe SICAL à Lyon. Donc la présentation qu'Émilie m'a demandé, où je vais essayer de faire tenir ça dans 10 minutes, normalement je prends 12 heures à peu près pour faire ça. Je l'ai intitulé gamification, jeux sérieux et enseignement des langues. La partie enseignement des langues est presque anecdotique par rapport à ce que je vais vous présenter, mais peut-être c'est dans la discussion qu'on reviendra un petit peu plus dessus. Et donc, je vais la découper en plusieurs parties, euh, en commençant par demander pourquoi jouer, enfin, dans le cadre d'un enseignement-apprentissage, enfin d'un apprentissage. Qu'est-ce que c'est que la gamification? Ce qui va nous mener à nous poser la question dans quoi c'est différent du jeu, pour en arriver à la notion d'attitude ludique et aux conséquences pratiques qu'on développera plus tôt dans la conversation, je pense. Donc, pour commencer à voir quel est l'intérêt du jeu dans un apprentissage. Bon, la littérature n'est pas avare d'éléments qui tendraient à nous demander de jouer. C'est-à-dire que il y a des chercheurs qui s'intéressent au jeu en tant que tel, euh, notamment Guy, qui lui détaille en quoi un jeu est un jeu en particulier vidéo, euh, a une approche pédagogique fine et adaptée. Euh, Oblinger récapitule un petit peu tout ça dans un tableau des principes qui guident la conception de jeu dans un apprentissage et en quoi c'est des stratégies adaptées pour l'enseignement. Le, pour Koster, ce ce qui constitue le plaisir du jeu, c'est le fait qu'on est en train d'apprendre. Et pour lui, un jeu cesse d'être intéressant dès lors qu'on n'apprend plus rien quand on y joue. Euh, Yule, lui, indique que ce qui est plaisant dans un jeu, c'est le fait de dépasser son incompétence initiale, et donc c'est une phase d'apprentissage. Ce qu'on retrouve de le plus dans la littérature du jeu sérieux, c'est le fait que ça suscite la motivation des apprenants. Il y a une disposition favorable des apprenants, le traitement de l'erreur fait que il y a plus de distance par rapport à l'erreur, et puis dans les jeux et en particulier vidéo, la prise de risque est très encouragée, hein. C'est même l'un des moteurs du jeu, c'est on essaie, on rate et puis on essaye d'adapter pour progresser. Et dans l'enseignement des langues, alors là, c'est Cornelier, Thorne et Desmet qui, eux, montrent en quoi le fait d'avoir un jeu sérieux, c'est en adéquation avec la notion de tâche, parce qu'on a un but qui est un but autre que celui de l'apprentissage, et pour atteindre ce but, le but du jeu, eh ben, on va mobiliser des compétences langagières qui seront, elles, l'objet d'un apprentissage. Et donc, le Roland Jenkins et Squire, ils reviennent, eux, sur le fait que dans le jeu, l'apprentissage, c'est un outil plutôt qu'une fin en soi. Et puis après, dans certains jeux, et autour des jeux, le jeu sert de vecteur d'interaction, c'est-à-dire qu'on va susciter du discours dans le fait de prendre part à un jeu, et ça peut aussi être dans le jeu qu'il faut communiquer. Donc, plein de raisons de s'intéresser au jeu dans l'apprentissage. Alors, on s'intéresse au jeu, mais alors qu'est-ce que la gamification par rapport à tout ça? Et là, toutes les définitions se tiennent pas forcément. C'est-à-dire que tout ce que les gens désignent par gamification, c'est pas forcément exactement la même chose. Valls et Deterding, ils expliquent que selon les personnes, la gamification, ça peut englober tout ce qui a trait au jeu
dans un autre contexte, que ce soit le jeu sérieux jusqu'au point de fidélité, en passant par l'ubérisation. Puis Beau Gosse, lui, il dira que la gamification, c'est une pure connerie, notamment dans un article, Why Gamification is Bullshit, qui est abondamment cité. Et donc, bon, peut-être qu'il y a un juste milieu à trouver entre les deux. Mais ce qui est important pour moi dans la notion de gamification, c'est la définition qui fait foi en ce moment, c'est celle de Deterding, c'est-à-dire l'usage d'éléments de design caractéristiques des games dans des contextes non ludiques. Et la conséquence de cette définition-là, c'est que on ne cherche pas à faire des jeux à part entière. Et d'un point de vue de chercheur, c'est très pratique de ne pas chercher à faire des jeux à part entière, parce que ça permet de s'extraire de la problématique de qu'est-ce que c'est qu'un jeu et du coup, est-ce que l'objet que je mets entre les mains des apprenants, c'est bien ce que je dis que c'est. Et donc, moi, dans la suite, je vais m'intéresser à ce que c'est qu'un jeu sérieux. Alors, il y a plusieurs définitions qui coexistent, hein, chacun donne la sienne. Ce qui m'intéresse, moi, ce qui me gêne dans les deux définitions que je donne là, c'est que ça parle souvent du jeu vidéo. Et pour moi, le jeu sérieux, c'est pas que du jeu vidéo, c'est un jeu dont la conception, la prescription ou l'usage, c'est-à-dire que le jeu, il peut être conçu pour être sérieux, il peut être prescrit, on peut dire à quelqu'un de jouer à ce jeu-là parce qu'il va en apprendre quelque chose, ou ça peut être l'apprenant qui décide d'utiliser ce jeu non seulement pour se divertir, mais aussi pour une finalité externe centrée sur le joueur. C'est-à-dire que ça me permet de séparer ça des jeux où on joue pour créer des données. C'est quand le joueur doit en tirer quelque chose. Donc, on a vu que le jeu, ça avait l'air super pour tous les apprentissages, que quand on fait du jeu, quand on parle de jeu sérieux, on veut que ce soit un jeu, mais ce n'est pas que la solution à tous les problèmes. C'est aussi, et là j'ai une source majeure pour en parler, c'est le graphie. Le apprendre en s'amusant ne serait pas amusant pour 80% des enfants interrogés. En fait, ce qui touche du doigt, ce qui fait que c'est drôle dans le graphie, c'est que tout le monde pense ça un petit peu. C'est-à-dire que les jeux sérieux, eh ben, c'est pas des vrais jeux. Et d'ailleurs, Koster, qui est celui qui dit que le plaisir du jeu, c'est d'apprendre des nouvelles choses, lui, ce qu'il dit, c'est en fin de compte, tous les jeux sont des jeux sérieux parce que au bout d'un moment, on n'apprend plus rien. Et du coup, avec sa thèse de c'est l'apprentissage qui rend le jeu intéressant, tous les jeux finissent par être complètement nuls. Et d'ailleurs, il y a une métaphore dans le milieu du jeu sérieux qui est le chocolate coated broccoli, donc qui désigne ce que peut être un jeu sérieux. Ça peut être un constat d'échec, c'est-à-dire on a voulu faire un jeu sérieux, puis au final, eh ben, on se retrouve avec du brocoli au chocolat dans la bouche, ce qui n'est pas le top. Ça peut être aussi une stratégie de conception, c'est-à-dire on prend du sérieux, on badigeonne un peu de chocolat, et dans certains cas, ça explique un échec, et dans d'autres cas, c'est revendiqué comme une stratégie à part entière de développement de jeux sérieux, le chocolate coated broccoli. Et donc cette métaphore, elle couvre plusieurs choses, et elle va s'appuyer sur cette croyance ou cette pensée globale qu'on a que le jeu sérieux, ça marche pas tout à fait. Et du coup, on peut se poser la question de savoir si un brocoli avec du chocolat, c'est un jeu ou non, vu que ce que dit Koster, c'est le jeu, il cesse d'être intéressant quand on n'apprend plus. Donc, si on n'a pas de plaisir à jouer, est-ce que c'est un jeu? Alors, avant de définir le jeu, j'espère que le son va Il semble marcher. nécessaire de définir ce qu'est un jeu. Le problème est bien plus complexe qu'il n'y paraît, car si nous jouons tous à un moment ou à un autre de notre vie, on peut se retrouver plongé dans un abîme de perplexité lorsqu'il s'agit de répondre à la question « Qu'est-ce que jouer ?» Parce que, effectivement, ce que dit ce blogueur, c'est que c'est pas trivial de définir ce qu'est un jeu. D'ailleurs, si on prend deux définitions hyper citées, on se heurte très vite à un problème qui est de dire ah pour Kaiwa, le jeu c'est une activité, et puis pour Salen et Zimmerman, le jeu c'est un système.
Alors ça introduit, la première dichotomie qui va nous intéresser, c'est que en fait, nous, on parle de jeu tout le temps en français, mais en anglais, ils ont game et play et de ce fait, cette interaction entre la notion de game et de play, elle est compliquée parce que, comme le souligne, Salen et Zimmerman, et ben, le jeu play, c'est un surensemble des jeux games, c'est-à-dire que, on peut jouer sans avoir forcément un un jeu formel défini et puis, dans les jeux formels game, définis et ben, il y a pas forcément une occurrence du jeu play systématique et donc c'est cette relation, cette dualité, elle nous pose problème dans la définition du jeu. Alors une définition que j'aime bien moi du jeu, c'est celle justement de Dorian. J'ai peu d'espoir d'arriver à une définition satisfaisante en si peu de temps. Par contre, on peut arriver à quelque chose d'acceptable en partant des caractéristiques principales de notre objet. Donc le jeu serait une activité amusante régie par des règles, aussi minimes soient-elles. C'est toi le chat! Et donc là, ce qui est intéressant dans cette définition, c'est qu'il place, dans la définition cette notion d'amusement qui, bien qu'elle soit pas définie, et ben, lui semble centrale. Et donc, plusieurs auteurs font écho à ce qu'il définit, c'est que eh ben, la notion de jeu, elle doit s'accompagner d'une forme de plaisir associé. Brougère, lui, il dit, il veut plus dire ce qu'est un jeu, mais essayer de dire en quoi ça peut être un jeu. Et donc, il introduit une notion de contexte qui va dire si une chose est un jeu ou non. Et donc, il fournit des critères d'analyse qui lui permettent de dire est-ce qu'on est en situation de jeu ou pas de jeu. Les jeux vidéo sont un outil qui permet de savoir qu'il existe un autre monde. À travers divers supports, on peut aussi expérimenter quelque chose de différent du monde réel. C'est le cas quand on lit un livre, mais aussi quand on écoute de la musique ou quand on regarde un film. On raconte des histoires dont le joueur est le héros, et donc il est dans la peau du personnage principal, et à travers ses choix, il va raconter sa propre histoire. Et donc là, moi, ce qui m'intéresse dans ces extraits qui sont tirés du même film de Jérôme Fritel, Jeux vidéo, les nouveaux maîtres du monde, c'est que c'est des témoignages de game designers qui reprennent les deux critères du jeu de Brougère. Donc l'activité de second degré et le critère de la décision. Et donc ce critère de la décision, il est parfois mal compris même par Brougère lui-même. Brougère, lui, ce qu'il dit, c'est que le fait de décider de jouer, c'est en soi une décision ludique. Mais si on se réfère à Coleridge, vous le connaissez probablement mieux que moi, c'est lui il a coécrit avec Wordsworth les Lyrical Ballads. Lui, il parle de la foi poétique qui est déclenchée parce que le lecteur, à un moment, on lui a fourni suffisamment de matériaux pour qu'il active une forme de willing suspension of disbelief qui fait qu'il se laisse porter par la fiction, par la poésie et tout ça. Il y a une forme de foi ludique qui va être qu'on va prendre la décision d'entrer dans le jeu. Et donc les décisions elles-mêmes qui sont prises à l'intérieur du jeu, c'est pas celle-là, parce que les décisions qui font le jeu, c'est pas cette décision de jouer, parce que sinon la fiction serait un jeu. Ce qui me mène à la définition 2 du flow, qui lui dit le jeu est l'invention d'une liberté dans et par une égalité. Alors, si je rentre dans le détail de ce qu'il explique, je vois que je déborde déjà. On en a pour 4 heures, mais en gros, ce qu'il dit, lui, c'est que la légalité ludique, donc les dispositifs de règles qui sont fournis, elle donne un cadre. Et le fait d'accepter ce cadre, ça définit la liberté dans laquelle, la liberté ludique qui va s'exprimer par les choix du joueur au sein du jeu. Et la question qui est hyper importante pour moi dans cette définition-là, que cette définition met en exergue, c'est qu'est-ce qui fait qu'on va accepter de troquer sa liberté contre
la liberté ludique. Et donc là, il y a Suits qui donne un élément de réponse dans sa définition du jeu, où lui, il définit qu'un jeu, c'est on va essayer d'atteindre un objectif avec des moyens qui sont pas les plus efficaces, et les règles doivent définir ces moyens pas les plus efficaces, donc les règles constitutives, et les règles sont acceptées juste parce qu'elles rendent le jeu possible, et ça, cette acceptation, c'est l'attitude ludique. Et donc, cette attitude ludique, pour moi, elle est au cœur de ce qu'on essaye de faire quand on fait du jeu sérieux. Donc Sylva, elle qui pense énormément le jeu dans le cas d'un apprentissage des langues, elle définit l'attitude ludique comme cette attitude ambivalente et faite à la fois de distance et d'implication. Suits y remet, il met au centre cette attitude ludique qui est ce qui unifie tous les autres éléments et qui crée le jeu en soi. Et on peut valoriser cette attitude-là dans un apprentissage. C'est notamment ce que va dire Villez, qui dit que le cours de langue ressemble bien plus à une pratique d'un sport qu'on ne le croit. Dans un sport, il faut moins se regarder comme dans une glace, moins s'occuper de son image ou de ses craintes et plus se focaliser sur ce que l'on fait, sur les mesures à prendre pour atteindre les objectifs. Parce que le jeu peut être absorbant et stimulant, il permet de déplacer l'attention de soi vers ce qu'on fait, par conséquent, présente de nombreux avantages pour les apprentissages, notamment des langues. Et donc, cette attitude ludique qu'on va rechercher, la question, ça va être comment est-ce qu'on va la faire émerger? Et donc, pour ça, Sylvain nous propose à la suite de Henriot 4 régions métaphoriques, c'est-à-dire ce qu'on désigne par jeu. Quand on parle d'un jeu, on peut parler du matériel. Donc, je te prête mon jeu, c'est une boîte, un objet physique. Quand on parle d'un jeu, ça, c'est pas du jeu, ça, c'est pas le jeu, on parle aussi des règles et les structures qu'on fournit. Quand on parle du jeu, ça peut être le contexte qui entoure le jeu. Et c'est ces 3 régions métaphoriques-là qui vont permettre de faire émerger l'attitude ludique. Donc nous, en tant qu'enseignants, ou en tant que didacticien, ou en tant que concepteur d'activités numériques, c'est ces 3 niveaux sur lesquels on va pouvoir s'appuyer. Alors, dans le cadre de ce qu'on a appelé le Chocolate Coated Broccoli comme stratégie de conception, on va avoir la didactique et la pédagogie qui sont un travail qui est effectué, et par-dessus, on met du game design. Et alors, et c'est ce que reproche d'ailleurs Bogost à la gamification, c'est que pour lui, les objectifs, ils doivent être intégrés dans les règles elles-mêmes. Et donc, il propose de travailler dans cette optique-là en créant main dans la main entre didacticiens et concepteurs de jeux les structures qui vont permettre l'émergence de l'attitude ludique. Bon. Donc voilà, c'était ça que je voulais vous présenter. Je pensais que je tiendrais en bien 5 minutes de moins. Mais pour moi, c'est ça le point de départ d'une discussion qu'on peut avoir sur comment faire émerger le jeu dans la classe de langue ou avec des étudiants. C'est comment est-ce qu'on va jouer sur le matériel, les structures, le contexte, et comment le contexte notamment, qui est souvent un petit peu sous-estimé dans son importance, va influencer aussi sur la perception qu'ont les étudiants de l'activité qu'on propose.